Même pendant la guerre des 12 jours, on n'a jamais vu une frappe pareille. Mais ils ont frappé avec quoi, les Iraniens? Un des responsables des gardiens de la Révolution ce matin avait dit on frappe à Israël avec des choses que l'on n'a jamais utilisées encore. Bon, on avait du mal à les croire, mais... Alors, ce dont on est sûr, c'est que ça n'est pas un drone, parce que ça ne peut pas porter suffisamment d'explosifs, donc que c'est un missile. Et que ce missile, vraisemblablement, portait une charge énorme d'explosifs, plusieurs centaines de kilogrammes. On va voir si ces frappes aussi destructrices se multiplient, et on en déduira qu'effectivement, ils sont en train de tirer des armes que nous n'avions pas connues. La fameuse guerre d'Iran, la lutte du bien contre le mal pour établir la démocratie dans un pays de dictateurs. Du moins, c'est l'excuse qu'ils utilisent depuis la nuit des temps et j'ignore comment ça passe encore aujourd'hui. Selon son négociateur Witkoff, Trump ne comprend pas pourquoi l'Iran résiste encore malgré tous ces bombardiers menaçants. Eh bien Donald, j'ai visité l'Iran il n'y a pas longtemps et je t'explique. D'abord, tu exiges que Téhéran renonce à l'énergie nucléaire et aux missiles longue portée, mais que s'est-il passé quand ton prédécesseur, Bush père, a imposé que Saddam Hussein renonce à ses missiles? L'Irak a été étranglé économiquement, agressé en 2003 sous un prétexte bidon, occupation, torture, 1 million de morts et aujourd'hui une économie colonisée où toutes les recettes pétrolières sont payées en dollars via la Banque fédérale de New York. Donc Washington peut à tout moment saisir la quasi-totalité du budget du gouvernement irakien et mettre le pays en faillite. Tu prends les Iraniens pour des idiots? En décembre 2003, espérant normaliser les relations avec les USA, Kadhafi démantèle ses programmes d'armes de destruction massive et missiles à longue portée. Résultat, agression, assassinat, pétrole volé, la Libye en enfer. Tu prends les Iraniens pour des idiots? 1993, Bill Clinton organise des négociations Israël-Palestine. On signe les accords d'Oslo et en 2000 les accords de Camp David. Résultat, Arafat fait de grosses concessions mais Israël ne respecte pas sa signature et continue son expansion coloniale. Comme l'a montré Nasser Harouri dans mon livre Israël parlons-en, Washington a toujours été un intermédiaire malhonnête ne respectant jamais ses promesses. Les prétendues négociations servent seulement à affaiblir l'autre et le faire reculer jusqu'à la capitulation totale. D'ailleurs, en juin 25, tu annonces, Donald, que tu vas négocier avec l'Iran, mais juste avant, avec Netanyahou, tu le fais bombarder. Renoncer à ses armes, c'est signer son arrêt de mort. D'ailleurs, outre le fait qu'ils soient des gentils, ils sont toujours les plus puissants et gagnent toujours à la fin. Mais bon, ça c'est un autre débat. Loin de moi l'idée de sous-estimer la puissance de l'armée américaine. En termes de projection, c'est-à-dire la capacité d'envoyer sa puissance militaire dans le monde, que ce soit pour soutenir un pays allié ou simplement défendre ses intérêts, il n'y a aucune armée qui rivalise pour l'instant. Ce qui est logique encore une fois lorsque tu as la première marine du monde avec 11 porte-avions et la première aviation du monde également. Mais l'un des principes intemporels et incontournables de la vie est que la taille ne fait pas tout. Et ce n'est pas qu'une question de quantité, parce qu'en termes de qualité aussi, c'est-à-dire des technologies, il n'y a que la Chine et la Russie qui rivalisent dans le domaine militaire. En termes de chasseurs et de porte-avions déjà, les Américains sont au-dessus de tout le monde. Puisque d'une part, on ne sait pas ce que valent les chasseurs chinois sur un champ de bataille, mais aussi parce que les Russes ont laissé le chemin du combat aérien pour se concentrer sur l'interception. Pour ceux qui ne le savent pas, les Russes se concentrent plus sur l'interception au vu de la largeur de leur territoire, mais aussi du retard technologique qu'ils ont accusé sur les Américains en termes de chasseurs, ou plutôt dans le domaine de la furtivité et du combat aérien pour les plus pinailleurs. Parce que oui, les Russes ont une génération de retard sur certains membres de l'OTAN et évidemment sur les Américains. Est-ce à dire qu'ils sont meilleurs que les Russes dans absolument tous les domaines? Pas du tout. Les Russes ont capitalisé dans le domaine des missiles et des anti-missiles. Et dans ces domaines-là, il n'y a absolument pas comparaison comme on peut le voir en Ukraine actuellement. Les patriotes ont toutes les difficultés du monde pour intercepter de simples Iskander qui ne sont même pas la meilleure technologie de missiles russes. D'ailleurs, actuellement, même en Iran, les Américains avec leur meilleure technologie n'arrivent pas à s'en sortir face aux missiles hypersoniques iraniens. Un missile iranien a réussi à traverser 20 missiles intercepteurs et à atteindre sa cible dans le centre d'Israël. Vous gérez comment? Honnêtement, depuis hier, la chute directe sur l'abri qui a tué 8 personnes, c'est un nouveau sentiment pour nous parce qu'on pensait, entre guillemets, que l'abri c'était un abri et que vraiment on était à l'abri, au sens propre. Hier, les 8 personnes mortes dans l'abri nous font un petit peu plus trembler. C'est vrai que, initialement, dans les miklats, dans les abris, on parle, on discute, on joue aux cartes. Les Israéliens sont assez familiers avec tout ça, donc ils rigolent avec nous, ils détendent l'atmosphère. C'est vrai que depuis hier, le silence se fait. On a une peur, en fait, que ça puisse arriver à nouveau, une chute directe sur un abri. On s'est rendu compte que ça pouvait épargner de rien du tout. Et c'est vrai que depuis hier, le sentiment est totalement nouveau. C'est vraiment différent d'avoir vu cette chute directe sur un abri qui a tué une famille entière.
et 3 autres personnes. Alors avec les Russes et les Chinois, l'écart doit être immense, même si encore une fois, on ne sait pas ce que valent les missiles chinois. Et puis en termes de compétences au sol, je pense que les forces russes sont de loin les meilleures au monde. Ça peut t'énerver parce que tu les détestes, parce que tu es pro-États-Unis, je sais pas trop, mais c'est une réalité factuelle. Les Américains en général, quand il faut intervenir au sol, soit ils viennent à 10 contre 1, soit ils ne viennent pas et ils te bombardent, soit depuis les airs, soit depuis la mer ou les deux à la fois. Bien sûr, il y a des exceptions, mais la généralité, c'est ce qui s'est passé au Vietnam et même en Somalie, un simple pays africain pendant la guerre froide. C'est dire à quel point au sol, ce n'est absolument pas leur domaine, malgré tout ce qu'on peut voir dans les films de science-fiction. Ou même les Call of Duty et Battlefield. Et pour ma part, c'est une stratégie absolument légitime. On ne va pas en vouloir à une armée d'essayer de conserver le plus de soldats possible. C'est un peu comme si on détestait un boxeur parce qu'il utilisait son allonge au lieu de partir se battre à mi-distance. Ça n'a absolument aucun sens. D'ailleurs, dans une certaine mesure, les autres armées et même tout le monde en général devraient s'inspirer de cette stratégie. À savoir reconnaître ses points faibles et exploiter à fond ses points forts pour atteindre un but précis. Si tu viens seul, il faut être sûr que l'adversaire ne pourra rien te faire. Ou alors tu viens avec tes potes et vous faites tabasser en groupe. C'est un peu ce qui s'est passé pendant la guerre de Corée avec la Chine. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce qui se passe au vu des récents événements avec la France et la Grande-Bretagne qui ont fait des attaques sous faux drapeau pour venir en aide aux États-Unis. Pourquoi venir en aide si ce n'est pour mettre des troupes au sol, vont demander certains. Simplement parce que les munitions américaines devraient durer entre 3 et 5 jours de bombardement intensif. Et au moment où je tourne la vidéo, on est sur le point d'atteindre ces 5 jours. L'autre raison est que l'armée américaine a essuyé beaucoup de pertes, notamment avec ses bases militaires dans tous les pays du Golfe. Elles n'ont pas forcément été rayées de la carte, mais sacrément endommagées pour la plupart. Un autre atout de l'armée américaine et même du pays de Benjamin de l'école des champions, c'est la capacité à se renseigner. D'ailleurs, une citation dont j'ignore l'auteur dit « Celui qui sait a à moitié gagné la guerre ». Ce qui constitue une évidence indéniable. Et pour illustrer cela, imaginons que vous êtes président d'un pays, disons le pays le plus puissant au monde, avec les armes nucléaires les plus puissantes du monde. Vous avez pour urgence de vous débarrasser d'une menace nationale, mais sans utiliser d'armes nucléaires simplement à cause des radiations, mais en plus parce que vous pourriez tuer des innocents. Et en parallèle, la dite menace se prépare à attaquer votre pays. Si vous ne savez ni quand, ni comment, ni à partir d'où, vous êtes quasiment foutu. Encore une fois, c'est bien d'en avoir une grosse, ici l'armée, mais il faut savoir s'en servir. Et à mon avis, les Américains et leurs alliés, pour ce qui est de la récolte des informations, de leur utilisation ou même de leur manipulation à des fins de propagande, sont très très loin devant les autres. Mais ça ne signifie pas qu'ils sont pour autant immunisés ou invulnérables dans ce domaine. L'un des rares aspects comiques qu'on peut observer dans cette situation, c'est le comportement des influenceurs de Dubaï. Plus précisément ceux de nationalité française. Parce que Dubaï, c'est un pays musulman. Rien au monde. Je rentrerai... Pourquoi ça marche pas ça? Vivre en français. A few moments later. Je suis ressortissante française. J'espère que la France, elle va me protéger. Et j'espère qu'ils vont me rapatrier en France. Comme quoi, il ne faut jamais dire jamais.